Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, l'actualité locale et régionale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce mardi 19 juin. La décision a été adoptée hier lors de 2 conseils municipaux en simultané. Le Chesnay et Rocancourt vont se rassembler dans une commune nouvelle. La fusion devrait être effective dès l'an prochain avec l'élection d'un seul et unique maire. Nous étions au Chesnay hier soir, reportage. C'est le fruit d'une concertation menée pendant près d'1 an. La Verrière s'est dotée d'un projet éducatif local jusqu'en 2020. Il définit les orientations, objectifs et moyens éducatifs. Pour en parler en plateau, Clément Ortega est notre invité. Il est le chef de cabinet du maire de la ville. Enfin, à 2 jours de la fête de la musique, notre portrait de la semaine est en mélodie ce soir. Rencontre avec le groupe local de Jam Walkers, un trio blues qui se produira ce samedi à Guyancourt. Dans cette édition, nous recevons également le docteur Gildas Ducharme, chirurgien du service d'orthopédie à l'hôpital privé de Trappes. On parlera avec lui d'un événement organisé demain à destination des professionnels de santé du secteur. Elle était dans l'air depuis plusieurs semaines. La fusion entre le Chesnay et Rocancourt a franchi une nouvelle étape ce lundi soir en conseil municipal. Les 2 villes ont voté la première phase de ce rapprochement et notamment le nom de la future commune nouvelle qui sera le Chesnay-Rocancourt. Les précisions avec ce sujet de Mickaël Elmidoro. Le Chesnay et Rocancourt vont bientôt former une seule et même commune. Les 2 conseils municipaux ont voté ce lundi 18 juin le principe de faisabilité d'une fusion. Cette nouvelle ville regroupera sous le nom Le Chesnay-Rocancourt 32 000 habitants début janvier 2019 avec un seul maire à sa tête. Nous avons travaillé depuis le mois de septembre régulièrement pour apprécier le bien fondé de cette nouvelle commune. Et quand nous avons fait nos 2 colonnes, le pour et le contre, nous avons vu qu'au mois de mars, le colonne pour était quasiment rempli. Dans la colonne des pour, selon les élus, cette mesure permettrait à Rocancourt de bénéficier des structures et des services de la ville du Chesnay. Dans le sens inverse, les Chénésiens pourraient eux réaliser des économies en réduisant notamment les indemnités sur le manque de logements sociaux. C'est l'optimisation des dépenses qui est importante, même s'il y a effectivement une dotation globale de fonctionnement qui est bonifiée, et même si effectivement sur l'arrêté de carence, il y aura plutôt des bons résultats et nous aurons aussi également de bonnes actions d'urbanisme dans ce sens. Au Chesnay, la fusion a recueilli 31 voix pour et 2 contre. L'opposition a critiqué le manque de communication au conseil municipal et aurait préféré une autre orientation stratégique pour la ville. Nous considérons que cette fusion arrive bien tardivement parce que la ville de Rocancourt est beaucoup trop petite désormais pour fusionner avec le Chesnay. Dans les circonstances actuelles, il faut fusionner plutôt avec une grande ville, en l'occurrence Versailles, pour arriver à une taille critique, puissante pour peser dans le Grand Paris. Prochaine étape, la présentation globale du projet le 8 octobre prochain. Le futur nom des habitants n'est lui pas encore connu. Il pourrait être soumis à une consultation sur Internet. C'est lancé, le site internet dédié pour faire sa demande de remboursement du pass Navigo et de la carte imaginaire a ouvert. La SNCF va dédommager à hauteur de 50% les utilisateurs du réseau transilien impactés par la grève des cheminots pour les mois d'avril et de mai. Cette mesure ne concerne pas les lignes de métro, de bus, le RER A à l'est de Paris et le RER B au sud. Des justificatifs de domicile et de votre lieu de résidence, de votre lieu de travail, seront nécessaires pour la procédure et vous avez jusqu'au 22 juillet pour effectuer cette demande de remboursement. Ce document, à présent, fixe les grandes orientations, valeurs et objectifs pour 2020, jusqu'en 2020. En matière d'éducation, la Verrière s'est dotée d'un projet éducatif local. Alors, pour en parler avec moi en plateau, Clément Ortega, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du cabinet du maire de la Verrière. Première question, pourquoi se doter de ce PEL, ce projet éducatif local ? Parce qu'on a fait le constat qu'on faisait plein de choses, nous, villes, plein d'actions éducatives en direction des jeunes, des moins jeunes aussi. C'est-à-dire, à partir de 3 mois jusqu'à 25 ans, on considère qu'on avait un certain nombre de dispositifs, d'actions mises en place, et puis qu'il y a une multitude de partenaires, l'éducation nationale en premier lieu, et puis d'autres comme la CAF, comme la préfecture avec différents services, la direction départementale de la jeunesse et des sports, voilà, un certain nombre de partenaires, plein d'associations, et qu'au final, on avait des dispositifs qui étaient pertinents, qui allaient, nous pensons, dans un objectif politique, éducatif plutôt dans le bon sens.
à un moment donné, il a fallu que nous fassions un diagnostic, que nous regardions ce que nous faisions les uns et les autres, et puis que nous essayions de nous coordonner. Oui. Que cette action soit coordonnée. Alors concrètement, dans ce document, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre différents objectifs généraux, aussi opérationnels de ce PEL. Alors oui, il y a des objectifs. Le principal objectif, j'ai envie de dire, la philosophie de ce texte, c'est de dire comment nous, différents partenaires, nous pouvons aider les enfants, donc les tout petits, 3 mois, on commence notre projet éducatif commence dès la petite enfance. Jusqu'à 25 ans, 26 ans, c'est-à-dire l'accès à l'autonomie des jeunes, l'on considère que toute cette période-là, il faut permettre à tous et à toutes de réussir. Mais la question se pose, c'est quoi la réussite ? Et donc nous avons déterminé que la réussite, c'était pas forcément d'avoir une maison, une voiture, un chien, des enfants, c'est pas ça la réussite. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ont dit dans la concertation, un certain nombre de jeunes disent mais la réussite, c'est quand on découvre, quand on apprend, quand on accède à l'autonomie, entre autres par la question de l'emploi, c'est l'épanouissement individuel et collectif. Voilà, c'est ça que nous avons voulu porter pour montrer que dans une ville comme La Verrière, on réussit, mais pour que les jeunes puissent réussir, il faut s'en donner les moyens. Vous avez parlé de la concertation, elle s'est déroulée sur plusieurs mois. Comment s'est-elle déroulée ? Avec qui et auprès de qui s'est déroulée cette concertation ? Alors elle s'est faite, effectivement ça a été long, ça a été, vous l'avez dit tout à l'heure, près d'un an, je dirais même quasiment plus d'un an, elle a été lancée. Nous avons voulu rencontrer les partenaires qui travaillaient, donc des professionnels, en premier lieu l'éducation nationale, avec les enseignants, mais aussi les agents de la ville qui participent à l'éducation. Je pense aux ATSEM, si on reste dans la question de l'école, mais je pense aussi aux animateurs, à l'ensemble des services, aux services culture aussi, et puis des partenaires qui intervenaient sur la question de la parentalité ou sur la petite enfance. Je pense entre autres à la CAF, je pense au service de la préfecture. Nous avons eu des entretiens individuels, et puis il y a eu des tables rondes avec des élus, et puis il y a eu aussi des moments de débat, et on a voulu aussi faire participer les premiers concernés, c'est-à-dire les jeunes eux-mêmes. On sait qu'en matière d'enseignement, c'est bien sûr l'éducation nationale qui a la main sur les programmes. Du coup, sur quel domaine peut agir la ville de La Verrière ? Quels sont les moyens d'action pour une ville ? Alors, je vais juste revenir sur la question de l'éducation nationale parce que j'ai pas envie de balayer d'un revers de main la responsabilité de l'éducation nationale. Elle est effectivement centrale, elle est déterminante dans ce projet-là. Ça veut dire, surtout, la première chose, c'est qu'il faut nous donner les moyens, il faut que l'éducation nationale se donne les moyens dans les écoles de La Verrière. Nous avons obtenu que les classes ne soient pas supérieures à 25 enfants par classe. C'est entre autres parce que nous avons eu tout ce débat-là et que nous avons démontré que si on surcharge les classes, c'est pénaliser encore plus les enfants qui y sont. Donc nous avons voulu porter ça plus en amont. Il y a une réflexion aussi sur le temps scolaire à La Verrière. Bien entendu, oui. Sauf que là aussi, on se retrouve encore sur une question de moyens. Nous allons supprimer les nappes pour l'année prochaine. C'était une demande d'une partie du corps enseignant, une partie des parents, mais lorsqu'on a fait la consultation, on était à 49-51%. Ce qui a fait basculer le fait qu'on arrête les nappes, c'est que nous n'avons plus les moyens parce que nos dotations diminuent et que nous avons perdu 1 million d'euros en 4 ans. Et que de fait, on a un certain nombre d'actions que nous sommes obligés de transformer. C'est une des raisons, entre autres, de ce PEL. C'est qu'à moyen, même pas constant, à moyen diminuant, il faut trouver d'autres solutions pour permettre à ces jeunes de ne pas être abandonnés, de pouvoir réussir, de réussir, mais aussi qu'eux-mêmes se construisent. Et c'est ça l'important dans ce projet. Donc, nous, la ville, on y met les moyens. On a mis en place, on avait des maisons de quartier, nous les avons transformées en centres socio-culturels. Ça veut dire que nous avons réintroduit la question de la culture, de l'animation, de la parentalité au cœur des quartiers. Nous avons décidé de miser sur la jeunesse. Nelly Dutu, depuis qu'elle est élue depuis 2 ans, elle dit la première priorité de la ville, c'est la jeunesse. Ce plan est une réalité. Et en tout cas, pour les téléspectateurs qui souhaitent consulter ce programme éducatif local, il est disponible sur le site internet de La Verrière qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Clément Ortega d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet du maire de La Verrière.
Passer du CM2 à la 6e, de l'école élémentaire au collège, un moment clé dans la scolarité d'un jeune. Le week-end dernier, à Élancourt, a été récompensé. 600 élèves arrivés au terme de leur parcours en primaire. Cérémonie organisée à la salle du Prisme. Ils ont reçu des mains du maire Jean-Michel Fourgousse un coffret numérique, un diplôme ainsi qu'un chapeau, comme dans les universités américaines. Propos recueillis par Nicolas Dandry. L'objectif, c'est de leur souhaiter bon courage pour la continuité de leur apprentissage scolaire au collège et de mettre un point d'orgue à leur scolarité sur Élancourt en école élémentaire et donc de fêter avec eux et leur famille leur entrée au collège. À Élancourt, toujours, 2 classes ont été récompensées ce mardi après-midi au concours des villes marraines des forces armées. Ces élèves de l'école Nouvelle-Amsterdam ont échangé avec la flottille 21F de la Marine nationale. Jeunes et marins se sont rencontrés en classe et sur la base militaire de Lanbioué, près de Lorient. Élancourt participe depuis plus de 10 ans à ce programme qui permet de valoriser le lien entre jeunes et unités militaires. Organisé par l'association des villes marraines, il s'adresse aux écoles, collèges et lycées. Le président de l'association explique en quoi consiste ce concours. C'est au micro de Mélanie Poquet. C'est un concours national qu'organise l'association des villes marraines des forces armées que je préside, qui rassemble 153 villes en France, qui, comme Élancourt, ont le statut de ville marraine d'une des unités des forces armées, qu'il s'agisse de la Marine nationale, de l'armée de l'air, de l'armée de terre ou de la gendarmerie nationale. Et là, c'est un concours Caroline Aigle, capitaine Autissier, qui sont 2 femmes aviateurs de l'armée de l'air, pionnières, qui malheureusement sont décédées prématurément. Et nous avons donné leur nom à ce concours qui permet de récompenser des classes, des villes marraines qui sont en relation avec l'unité militaire dont la ville est précisément la marraine. On accueille sur ce plateau un nouvel invité, le docteur Gildas Ducharme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien orthopédique spécialisé dans les membres inférieurs. Vous faites partie du groupe d'orthopédie de l'hôpital privé de l'Ouest parisien, c'est à Trappes. Alors ce groupe se nomme Ortho-Ouest et vous organisez demain à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux un événement. Ça sert à mettre à jour les connaissances en orthopédie pour les professionnels de santé. Certains professionnels de santé, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Déjà quelques éléments de définition. Quand on parle de chirurgie orthopédique, ça concerne quelle partie du corps ? La chirurgie orthopédique concerne toutes les parties du corps où se trouvent des os, des articulations, des muscles, des tendons, tout ce qui concerne l'appareil qui permet de marcher ou de saisir ou de se tenir debout, ce qu'on appelle, nous, l'appareil locomoteur. Alors vous faites partie du groupe Ortho-Ouest. C'est 13 chirurgiens qui composent ce groupe au sein de l'hôpital privé de l'Ouest parisien. Exactement. Cette équipe est appelée à grossir régulièrement. Tous les ans, tous les 2 ans, nous accueillons un nouveau collègue, un nouvel associé. Le but de tout cela, c'est de pouvoir offrir à nos patients une prise en charge hyper spécialisée qui tend, c'est le courant habituel en orthopédie, c'est-à-dire de devenir presque mono-articulaire sur la prise en charge afin d'offrir aux patients la meilleure prise en charge possible. L'idée aussi, c'est d'être, j'imagine, précurseur dans le domaine de l'orthopédie. Alors, on est précurseur dans le sens où on a réussi, dans une structure privée, à se regrouper entre différents chirurgiens, ce qui permet d'offrir à nos patients parfois même une prise en charge pluridisciplinaire, des patients qui nécessitent des prises en charge à la fois sur la main ou sur la hanche, ou bien des interventions qui peuvent être particulièrement lourdes, qui nécessitent la prise en charge par 2 chirurgiens en simultané. Alors un autre élément de définition important, c'est le champ d'action de l'hôpital privé de l'Ouest parisien. Il s'étend sur tout le sud Yvelines, mais au-delà aussi. Tout à fait. Nous avons des patients qui viennent essentiellement du secteur que vous avez cité, mais également d'un secteur qui va jusqu'à Dreux, jusqu'à Chartres. Et donc, pour parler toujours du groupe Ortho-Ouest, on peut parler aussi du service SOS Main qui est classé premier en urgence chirurgicale en Ile-de-France, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ils ont traité l'an dernier 5000 urgences mains à l'établissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Ortho-Ouest est composé des meilleurs chirurgiens en la matière ? Meilleurs, je ne sais pas. Expérimentés, ça c'est sûr. Demain, donc, vous organisez un EPU. Alors, l'EPU, ça veut dire enseignement post-universitaire. Ça se passe à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. L'objectif de cet événement, c'est de mettre à jour des connaissances en orthopédie. Oui, afin que nos correspondants puissent ne soient pas totalement démunis lorsqu'ils voient arriver des patients présentant une pathologie osteoarticulaire, qu'ils puissent avoir les premiers réflexes qui soient les bons. Nous également, d'organiser cet événement nous oblige à mettre à jour nos propres connaissances. Oui. Afin de leur offrir des données qui soient les dernières mises à jour. Justement, pourquoi faut-il mettre à jour ces connaissances ? Elles évoluent au fil des années, ces connaissances ? Non seulement elles évoluent, mais en plus,
elles évoluent dans tous les domaines de la médecine, et comme la médecine est peut-être transdisciplinaire en ce qui concerne la chirurgie orthopédique, puisqu'on peut être amené à utiliser parfois des antibiotiques, on fait référence à certains centres de référence locaux des infections articulaires, la mise à jour de nos connaissances dans ce domaine-là, que l'on peut retransmettre en essayant de les... Alors, je ne vais pas dire les vulgariser, puisqu'on parle à des collègues, mais en essayant de les simplifier pour... permet d'avoir, je pense, une prise en charge en tout cas bien meilleure pour nos patients. Et vous allez retransmettre ces connaissances, cette mise à jour de connaissances demain à plusieurs professionnels de santé. De qui s'agit-il ? Qui sera présent ? Quel type de professionnels ? Seront présents des médecins généralistes qui travaillent sur le secteur, des rhumatologues, des kinésithérapeutes et des infirmiers et infirmières. Alors l'événement a déjà attiré plus de 300 personnes, ça c'était il y a 2 ans. Demain, vous attendez combien de personnes ? Nombre similaire, en tout cas à ce jour 300 personnes. Et dans la forme, comment ça se déroulera cet événement ? Ça se déroule avec... cette année, on participe à ce qu'on appelle la formation médicale continue au sens institutionnel, c'est-à-dire que cela va valider pour les praticiens qui viennent nous voir des points de formation médicale continue, enfin des heures de formation médicale continue, et on va d'abord commencer la présentation par un quiz avec quelques questions assez simples, mais dont les réponses ne sont pas forcément évidentes, puis faire plusieurs présentations, c'est assez didactique, et enfin remettre à jour les connaissances à partir de ce quiz à la lumière de tout ce qu'on a exposé auparavant. Dernière question, qu'attendez-vous de cet événement ? Quels sont finalement les objectifs ? Ils sont multiples, à la fois connaître nos correspondants, puisque c'est vrai qu'on ne les connaît souvent que par le courrier qu'ils nous adressent et les patients qui nous adressent. Ensuite, que eux nous connaissent également, ça va dans les deux sens. Et puis, ça permet de faire ce genre de formations qui peuvent parfois être un peu rédhibitoires, de le faire dans une ambiance plutôt sympathique. Merci docteur Gildas Ducharne d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous faites partie donc du groupe Ortho West, et Ortho West organise demain son événement annuel à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Et Ortho West, vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce groupe d'orthopédie de l'hôpital privé de l'Ouest parisien sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Vous l'avez suivi dans notre journal hier, plus de 15 000 lycéens yvelinois planchaient sur l'épreuve de philosophie. Vendredi à Guyancourt, la philosophie se jouait au rythme du rock'n'roll. Rock'n'philo est né dans l'esprit d'un professeur de philosophie qui est musicien. Et après un ouvrage, il a décliné ce concept en concert. Mélanie Poquet. Là aussi, la démarche de Voltaire et la démarche de Neil Young est la même. Dans la chanson de Neil Young, on fait le constat empirique du mal qui existe. Voilà un mariage auquel on n'aurait pas pensé. Voltaire et Neil Young partagent une même idée dans Candide et Rocking in the Free World. Keep on rocking in a free world. À la guitare, Francis Métivier, professeur de philosophie, amateur de rock'n'roll et créateur du rock'n'philo. Ça remonte à l'adolescence en fait, où j'ai découvert à la fois le rock et la philosophie, en prenant conscience au fond que les deux avaient des messages, enfin des questionnements et des messages à peu près équivalents, évidemment exprimés dans des formes très, très différentes, mais il y a un point commun qui est le côté un peu contestataire, la remise en cause de l'ordre établi, que ce soit chez Socrate en philosophie par exemple, ou chez Dylan dans le domaine de la folk song. Après un premier ouvrage du même nom en 2011, Francis Métivier prend sa guitare et monte sur scène accompagné de Christian Janté et Philippe du Jeanneret. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Ma gueule, qui va me permettre d'expliquer la liberté chez Sartre, enfin le regard de l'autre qui me prive de ma liberté. C'est un questionnement qui intéresse les gens parce que c'est vraiment un thème philosophique et rock, hein, les deux. Enfin, c'est pas le seul. Hein. Il y aurait le désir, il y aurait l'amour, il y aurait plein l'histoire, il y aurait plein de choses. Les spectateurs n'ont pas eu de copie à rendre à l'issue de ce court concert et ont goûté à la liberté. La conception spinoziste de la liberté. And freedom test a reality. Musique toujours avec notre portrait de la semaine consacré au groupe de Jam Walkers. Le trio joue un blues rock efficace qui vous emmène tout droit au Far West. Il jouera jeudi soir à Versailles ainsi qu'à Mantes-la-Jolie et samedi à Guyancourt. Camille Lambert et Nicolas Landry ont rencontré le groupe lors de l'enregistrement de son nouvel album. Regardez.
find myself a brand new girl. I'm gonna carry what I feel. Should I fear for my life? It's time to go out and think. Prouver que le rock et la country ne sont pas réservés aux groupes américains, c'est le pari de ce jeune trio yvelinois. Un son accrocheur et moderne où résonnent des riffs dans la plus pure tradition blues, des influences variées mais un style très personnel. J'écoute beaucoup de musique différente. J'ai commencé surtout par le rock et le hard rock, avec des groupes comme AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin. Et après, je suis allé chercher leurs inspirations à eux pour comprendre. Et du coup, je suis parti vers le blues. Puis après, l'ancien blues, le Delta Blues, qui est plus ancien encore. On voit beaucoup de groupes blues, mais qui chantent en français et qui font un espèce on va dire, de copie des Américains. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre ces influences-là, mais de faire quand même notre propre son. Un son reconnaissable grâce à la voix grave et rocailleuse de Fabien, fondateur du projet. Formé à la Tech Music School de Londres et au CFPM de Paris, il crée The Jamwalkers en 2013 et sort un premier album plutôt acoustique. C'est à partir de 2017 et l'EP Almost Free que le groupe prend une tournure plus électrique. Ayant commencé la guitare à 7 ans, Fabien est aujourd'hui professeur et consacre tout son temps à cet instrument, sa passion. Il pense ses compositions pour emmener l'auditeur au cœur des régions sudistes. C'est l'Amérique du Sud, on va dire. Le Delta, le Mississippi, tout ça. Et puis Nashville aussi, avec la country justement. Donc, la guitare slide est quand même assez typée. Et il y a la guitare qui joue beaucoup aussi, le fait de jouer sur une guitare résonateur. Les premières guitares amplifiées en fait. Voilà. Il n'y avait pas d'ampli électrique à l'époque et du coup ils ont fait un système de cône en métal pour faire résonner le son beaucoup plus fort en fait. Voilà. Le groupe se retrouve chaque semaine pour répéter. Actuellement, il enregistre son deuxième album à la batterie de Guyancourt. On garde toujours cette essence de l'EP Almost Free en rajoutant des morceaux dans cette veine-là. Parce qu'on a plus d'une dizaine de nouvelles compos depuis l'année dernière, facile, donc c'est le bon moment pour les enregistrer, quoi. Sortie prévue en 2019, pour découvrir sur scène le Delta Blues corrosif de The Jamwalkers, rendez-vous à la fête de la musique. Un jour de festivité à Montigny-le-Bretonneux. Samedi dernier a eu lieu la fête de la ville, une édition à dominante cette année, une dominante historique. Les visiteurs ont pu profiter d'attractions et d'ateliers autour de la période médiévale. Ils ont pu faire notamment un tour dans une grande roue en bois, Nicolas Dandry et Touki Nirilanto. Danse, scénette en costume d'époque, grande roue humaine, tonalité médiévale pour la fête de la ville à Montigny-le-Bretonneux. Pour cette fête d'antan, les visiteurs ont été accueillis à la ferme du Manet. Objectif pour la municipalité, réunir les générations autour d'un voyage dans le temps. Autrefois, on n'avait pas d'électricité, donc là, on va mettre à contribution les parents pour que les enfants puissent s'amuser sur les balançoires ou sur la grande roue. Des attractions, mais aussi plusieurs ateliers, tout le monde a mis la main à la pâte. Les jeunes ont pu notamment s'essayer à la fabrication de blé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la crème? De la farine, des choses blanches, c'est le son. Le son, c'est la coquille du céréal. Quant aux plus courageux, ils ont eu le droit aux initiations à l'équitation. Pendant ce temps, les plus grands expérimentaient le tir à l'arc ou revenaient sur les inventions de l'époque. Monsieur Léonard de Massy invente cela. Alors si vous allez, nous on a été travailler au château d'Amboise il y a un mois. Ceci c'est l'ancêtre du char d'assaut. Des festivités qui semblent avoir satisfait les visiteurs. Je suis venu avec mon petit-fils. Bon, ça change de la fête des voitures, donc effectivement médiéval, oui, c'est un nouveau thème à l'ancienne, donc comment dire, pour eux, c'est histoire de voir un peu comment était la vie à cette époque-là. Ils n'auront plus qu'à patienter jusqu'à l'année prochaine pour une nouvelle fête de la ville.
Et puis, nous sommes à tout juste 100 jours du début de la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. Elle se déroulera à partir du 25 septembre au Golf National situé à Guyancourt, le site qui pourrait recevoir Donald Trump. Le président des États-Unis est annoncé comme l'un des invités probables de la compétition. Lui qui est un grand amateur de golf, selon la NBC, il passerait un quart de son temps à y jouer. Sa venue ou non à Saint-Quentin en Yvelines ne sera officialisée que dans les derniers jours précédant l'événement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les reportages et le replay sont à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV78. À suivre juste après, nouveau numéro du 7-8 Écho présenté par Aurélie Ronze. Belle soirée sur TV78.